Salut tout le monde, je pense que vous l'avez vu dans la miniature, on se retrouve aujourd'hui pour tester cette carte graphique. Il s'agit d'une ATI Radeon RX 590 et c'est le genre de carte, par exemple, comme j'avais pu faire avec la 980 Ti, que je trouve intéressant à faire un test quelques années après leur sortie. La raison principale, c'est que grâce au FSR 2.0, ça nous permet de gratter pas mal en framerate, ce qui fait que ça peut être surprenant les performances que l'on peut tirer avec des cartes contre 5 et 10 ans dans les jeux qui sont plutôt exigeants que l'on peut avoir actuellement. En tout cas, dans mon test de la 980 Ti, j'ai été vraiment étonné et on va voir si ça sera le cas avec cette RX 580. Mais avant ça, on va parler de cette carte-là en images, on se retrouve juste après. Allez, il est temps que je vous présente cette RX 580, celle que je possède me vient de MSI, c'est une carte graphique qui est sortie en 2017. Elle embarque un GPU Polaris 20 sous microarchitecture GCN 4 gravé en 14 nanomètres, avec 2304 stream processors qui sont cadencés à 1257 MHz. Pour ce qui est de la mémoire, AMD a été généreux sur cette carte-là, c'est une version 8Go GDDR5 cadencée à 2 GHz. Pour ce qui est du prix, à l'époque on pouvait la trouver autour de 230-240 €. Sur le marché de l'occasion, actuellement, on peut en trouver assez facilement à moins de 100 €. Par exemple, celle-ci a été achetée à 96 € sur eBay. Je trouve que c'est une carte qui va être intéressante à tester dans un contexte de 2023, étant donné que, comme je l'ai dit, on peut la trouver pour pas très cher. Et en plus de ça, c'était une carte qui était plutôt milieu de gamme en 2017. Juste pour vous rappeler, sa concurrente directe, c'était la GTX 1060. Sauf que sur le marché de l'occasion, les 1060 actuellement, on les trouve plutôt autour de 130-150 €. On commence à en voir autour des 100 €, mais c'est quand même très rare. Pour le PC test, il s'agit tout simplement de mon PC principal qui est équipé de son i7 11700K et de 4 x 8 Go de DDR4 cadencé à 3200 MHz. Un PC donc largement assez puissant pour permettre à cette RX 580 de s'exprimer pleinement. Ce que je trouve vraiment intéressant finalement avec cette carte là, c'est la quantité de VRAM qui est embarquée, parce que souvent avec les vieilles cartes graphiques c'est un facteur qui est assez limitant. Mais avec 8 Go de VRAM, je pense qu'on les exploitera même pas à fond. Un truc intéressant pour elle en tout cas, c'est qu'elle consomme relativement peu. Bien entendu, si on compare avec les ratios performance par watt que l'on a à l'heure actuelle, elle est complètement larguée. Mais en gros, le fait d'avoir une consommation qui est pas excessive fait qu'on n'a pas besoin d'avoir une grosse alimentation. Et ça c'est plutôt intéressant parce que si on achète cette carte là à l'heure actuelle, c'est qu'on n'a pas un gros budget et c'est toujours intéressant de pouvoir économiser un petit peu sur l'alimentation. On va donc attaquer les tests avec cette carte graphique là. J'ai quasiment à chaque fois fait mes tests en 1080p, à part sur certains jeux compétitifs, mais ça vous le verrez tout à l'heure. De toute manière, à l'heure actuelle, c'est clairement pas une carte qui se destine à des définitions supérieures. Allez, je passe en voix off pour les benchmarks et on va voir ce que ça donne. On commence avec 3D Mark Time Spy. Étant donné que j'avais déjà passé pas mal de cartes graphiques sur ce benchmark là, ça nous permettra d'avoir un point de comparaison chiffré pour cette carte. Ça permettra de comparer notamment face à la 980 Ti qui doit pas être si loin que ça de cette carte graphique là, mais aussi aux cartes graphiques milieu de gamme actuelles, étant donné que j'ai des résultats avec la RX 6600 XT mais aussi la 3060 Ti, ou même encore la 1080 Ti, mais ces trois cartes là doivent être quand même loin devant. Vous le voyez, c'est quand même assez difficile, on a du mal à se rapprocher des 30 images par seconde, on est plutôt entre 25 et 30 images par seconde, avec une moyenne comme ça sur Time Spy, mais ça on s'en doutait, ça veut dire qu'il faudra forcément faire des concessions concernant les paramètres graphiques sur les jeux les plus récents et les plus gourmands. Malgré tout, je trouve que c'est pas si mal, en tout cas ça devrait être suffisant pour pouvoir tous les faire tourner. Après il faut quand même relativiser, on est sur une carte graphique milieu de gamme d'il y a 6 ans, elle date de 2017, donc je trouve que c'est pas si mal que ça. Voilà pour le score de la RX 580, on va se concentrer uniquement sur le score graphique, étant donné qu'à chaque fois j'ai utilisé mon 11700K. On a donc eu 4157 points, ce qui est pas si mal que ça, même si c'est un petit peu moins que ce que j'aurais pensé. Je vous affiche un tableau qui récapitule un petit peu les résultats que j'avais eu sur ce benchmark là. Je précise que pour chaque carte graphique, je les avais passés avec ce processeur là, donc on va comparer uniquement les scores graphiques. On peut voir que la 980 Ti fait un peu plus de 1000 points par rapport à cette RX 580, ce qui nous donne tout de même un écart de 30% entre ces deux cartes. Je dois vous
vous avouer que c'est quand même plus que ce que je pensais. Pour ce qui est de la RX 6600 XT, elle fait un peu plus du double des performances que l'on a eu avec cette RX 580 et je trouve que cette comparaison, elle montre à quel point on a eu un gap de performance entre ces deux générations là. Et pour ce qui est de la 1080 Ti, la 3060 Ti, on est quand même très loin devant, mais la comparaison se fait pas vraiment, étant donné que de toute manière, que ça soit la RX 6600 XT, la 1080 Ti, la 3060 Ti, on est sur des prix, même sur le marché de l'occasion, qui sont quand même bien plus élevés. On joue clairement pas dans la même cour. Allez, ça suffira pour 3D Mark Time Spy, on va maintenant tester cette carte dans les jeux. On commence avec Cyberpunk 2077 qui est un peu le Crysis de notre époque. J'ai fait 2 passages sur le benchmark du jeu. Un premier avec les réglages en ultra sans ray tracing bien évidemment avec le FSR en qualité. Et par curiosité, j'ai fait un passage en ultra sans FSR. D'ailleurs, les images que vous voyez à l'heure actuelle, c'est le passage avec le FSR en mode équilibré et on peut dire que c'est pas trop mal. On a entre 30 et 40 images par seconde, mais par contre, on est très stable. Je vous montre le résultat. Donc avec le FSR en équilibré, on a 40 fps de moyenne avec un fps minimum de 31 images par seconde. Donc vraiment, quand je vous disais qu'on avait une très bonne stabilité, ça le montre, on ne tombe pas en dessous des 30 images par seconde. Donc même si on n'a pas un framerate qui est très élevé, ça doit être malgré tout jouable étant donné qu'on est vraiment très stable. Je vous montre maintenant le résultat sans le FSR. On peut dire que notre moyenne a pas mal baissé, on est passé à environ 32 images par seconde, mais on est malgré tout là aussi très stable. Les benchmarks c'est bien, mais en jeu c'est mieux. Je vous montre des images avec un réglage que j'ai fait en moyen avec le FSR en équilibré. Je trouve que c'est ce qui est peut-être le meilleur compromis en termes de ratio framerate et qualité graphique. Il faut savoir que j'ai joué pendant à peu près 1 heure avec ces réglages là. Bien entendu, je vais pas vous montrer les 1 heure d'enregistrement, mais tout ce que je peux vous dire c'est que au plus bas on était entre 40 et 45 images par seconde avec une moyenne générale de 50 images par seconde, mais il y a des moments où je montais autour des 60 images par seconde. On est donc plutôt stable malgré tout, ce qui fait que ça reste très agréable en jeu. Je considère donc que Cyberpunk avec cette carte graphique là, même si on n'a pas le meilleur des framerates, c'est validé. On passe au jeu suivant avec Battlefield 2042 et cette fois-ci c'est un peu plus difficile. J'ai rapidement testé en ultra, c'est les images que vous voyez là, mais malheureusement c'est trop limite donc j'ai vite baissé. Je suis ensuite passé en élevé, on passe au-dessus des 30 images par seconde, mais encore une fois pour un FPS un peu nerveux, eh bien c'est pas suffisant. J'ai donc encore une fois baissé pour passer en moyen. Cette fois-ci c'est mieux, on est dans les 40 images par seconde. Et pour tester, je suis allé au minimum avec les graphismes en low et là on gagne pas réellement en framerate, donc le mieux finalement c'est de rester en moyen. En attendant, sur Battlefield 2042, même si on est très stable avec 40 images par seconde en moyen, j'estime que ce n'est pas réellement jouable avec cette carte là, parce qu'il s'agit d'un FPS qui est plutôt nerveux et ce framerate est pas suffisant, c'est rapidement handicapant dans certaines situations. Contrairement à Cyberpunk que j'ai testé pendant à peu près 1 heure, c'est pas du tout le cas sur Battlefield. Je me suis arrêté à une seule partie, ça a dû durer 20 minutes voire une demi-heure maximum, parce que comme je vous ai dit, l'expérience était pas super agréable. Pendant ce test là, j'ai principalement switché entre les graphismes au minimum en low et les graphismes en moyen. Comme je l'ai dit, il n'y a pas grand intérêt à passer avec les graphismes au minimum, le jeu devient vraiment pas joli et en plus de ça on gagne que 1 à 2 images par seconde par rapport au pré-réglage en moyen. Mais je relève encore malgré tout une très bonne stabilité au niveau du framerate avec cette carte graphique. On passe maintenant au jeu suivant. J'ai fait le test sur Doom Eternal en 1080p, tous les réglages en ultra cauchemar. Et tout ce que je peux dire, c'est que ça tourne super bien. Vous le voyez à l'image, on est au-dessus des 60 images par seconde. Forcément, on est en ultra cauchemar, donc les graphismes sont vraiment très sympas. Encore une fois, même s'il se passe beaucoup de choses à l'écran, j'ai une très bonne stabilité. Bref, c'est des conditions de jeu qui sont très bonnes. Tout ce qu'on peut dire, c'est que clairement, un jeu qui est bien optimisé, ça fait toute la différence. Bref, si vous voulez cette carte graphique là pour faire du Doom, bah allez-y, vous pouvez y aller les yeux fermés, ça fonctionne très bien. On passe maintenant à The Witcher 3 Next Gen et ça sera un petit peu le coup de gueule de cette vidéo parce qu'il y a des choses à dire. La RX 580 était capable de faire tourner The Witcher 3 sans aucun problème avant la mise à jour Next Gen. Les images que vous voyez à l'heure actuelle, c'est avec tous les graphismes au minimum et vous le voyez, j'arrive même pas à avoir 60 images par seconde. J'aurais bien aimé retrouver les anciennes versions, mais étant donné que je suis sur Steam, quand j'installe le jeu, je me retrouve forcément avec la version
version next-gen. Et quand bien même j'ai envie de lancer le jeu sous DirectX 11 qui est censé être moins gourmand, eh bien c'est impossible parce que le jeu crache tout simplement. Au moment où je tourne ces images, il y a CD Projekt qui prépare la mise à jour Overdrive pour Cyberpunk 2077. Et on peut dire que c'est une genre de mise à jour next-gen avec l'arrivée du pass tracing, j'en ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne, mais vraiment, déjà que Cyberpunk a une optimisation qui est vraiment discutable, et ben j'espère que vous n'allez pas vous louper parce que si c'est aussi bien fait que sur Witcher 3, ça va être une catastrophe. Donc pour les fans de The Witcher 3 qui voulaient y jouer avec une RX 580, je suis désolé pour vous, mais je recommande vraiment pas parce que même si on a un bon framerate avec les graphismes au minimum, et bien visuellement c'est vraiment pas foufou, je préférais largement l'ancienne version. Au moins on pouvait y jouer avec les graphismes à fond et avec un bien meilleur framerate. Allez, jeu suivant, cette fois-ci on est sur Red Dead Redemption 2. J'ai fait des réglages un petit peu custom en activant le FSR en équilibré et vous allez voir que même si c'est pas les meilleures conditions de jeu encore une fois, on a un framerate qui est tout à fait convenable. On commence par le benchmark du jeu, c'est les images que vous voyez à l'heure actuelle, c'est donc mes réglages que je considère comme étant moyens avec le FSR en équilibré. On a dans les 40 images par seconde, entre 40 et 50 images par seconde, parfois on est même au-dessus, je considère que c'est tout à fait correct. Je coupe directement, vous en avez assez vu pour vous montrer le résultat. J'ai une moyenne dans les 40 images par seconde, ce qui est vraiment pas mal, avec encore une fois une très bonne stabilité. Sur ce jeu-là, j'ai testé en jeu et là aussi j'ai joué pendant à peu près 1 heure, comme sur Cyberpunk. Bien qu'on n'ait pas un framerate incroyable, là aussi c'est parfaitement jouable. Sur certains gunfights assez nerveux, je me suis pas mal rendu compte qu'il nous manquait un petit peu de fluidité, mais rien de bien méchant. Par contre, avec les réglages que j'ai fait, malgré tout on perd pas mal en qualité visuelle, les graphismes sont pas incroyables. Je sais que ce jeu peut être bien plus beau, mais il faut pas oublier qu'on a avec une carte graphique qui nous aurait coûté moins de 100 €. En tout cas sur un jeu tel que Red Dead Redemption, où on n'est pas non plus sur un jeu ultra nerveux, ça reste tout à fait tolérable. Bref, vous l'aurez compris, je considère donc Red Dead Redemption comme jouable avec cette carte graphique là. J'ai aussi testé quelques jeux compétitifs hors caméra, je vais pas tout montrer parce que j'ai pas envie de faire une vidéo d'1 heure, mais c'est largement jouable avec cette carte graphique là. Par exemple les images de Counter Strike que vous voyez là, elles parlent d'elles-mêmes. Je précise que je suis avec tous les graphismes à fond en 1444p et vous le voyez, j'ai largement plus des 120 images par seconde. De toute manière, les jeux compétitifs tels que Counter Strike, Valorant, Rocket League ou encore League of Legends, c'est des jeux qui sont vraiment très peu gourmands et avec ce genre de carte graphique là, ça tourne très bien. Par curiosité, je vous mets les images, j'ai aussi testé sur Diablo 2 Resurrected parce que je sais qu'il est pas super bien optimisé. En jouant sur certains réglages, j'ai réussi à avoir sans problème les 60 images par seconde stables, donc c'est jouable aussi. J'en parlerai dans la conclusion, mais les jeux qui ne sont pas forcément les jeux les plus poussés graphiquement, et bien finalement cette carte fait largement le travail. Alors, qu'est-ce que je peux dire finalement sur cette carte graphique? Eh bien, je dirais que ce n'est vraiment pas mal du tout. J'insiste là-dessus, mais il faut se rappeler qu'on est sur une carte milieu de gamme de 2017. Une carte milieu de gamme qui a maintenant 6 ans. Et malgré tout, même si c'est pas dans les meilleures conditions, elle est capable de faire tourner des jeux très gourmands tels que Cyberpunk. Et ça, encore une fois, c'est grâce au FSR 2.0 qui fait vraiment des merveilles sur les vieilles cartes graphiques telles que celle-là. Malgré tout, je suis moins impressionné des gains proposés par le FSR 2.0 avec cette carte-là par rapport à la 980 Ti où je trouvais que c'était quand même plus intéressant. Il n'empêche que grâce au FSR 2.0, elle a été capable de faire tourner tous les jeux que l'on a testés de manière plus ou moins jouable. En tout cas, je trouve que c'est plutôt un tour de force qu'elle arrive à faire tourner tous les jeux actuels. J'aurais pu tester sur d'autres jeux tels que Hogwarts Legacy, mais je le possède pas, et de toute manière, vu qu'elle arrive à faire tourner Cyberpunk sans trop de problèmes, vous l'avez vu, j'étais même autour des 50 images par seconde quand j'étais en moyen, je me fais vraiment pas de soucis pour ce jeu là. Bref, si vous n'avez pas un gros budget, pour moins de 100 €, vous pouvez trouver ces cartes là sans problème. Dans les 90 €, j'ai même vu quelques annonces à 80 €, parce que finalement les RX 500 cotent pas énormément, parce que c'est des cartes qui ont été un peu oubliées, j'ai l'impression, parce que si on regarde ses concurrentes directes en 2017 telles que la 1060, c'est des cartes qu'on trouve à des prix encore très élevés sur le marché de l'occasion, alors que c'est pas des cartes qui font spécialement mieux. Bref, si vous la chopez à moins de 100 € comme je l'avais dit, c'est vraiment une bonne alternative pour se faire un PC petit budget. Mais bien entendu, faudra pas être trop regardant sur le framerate sur les gros jeux. Par contre, pour les jeux compétitifs, vous n'aurez aucun problème avec cette carte graphique là, elle fait très bien le travail. Allez, on arrive à la fin de cette vidéo et cette fois-ci, je vais vous demander un petit coup de main. Ces derniers temps, mes vidéos de test hardware font quand même moins de vues que d'habitude.
J'avais déjà fait plusieurs fois un truc qui marchait pas mal, c'est tout simplement vous demander de me donner un petit coup de pouce pour le référencement en mettant un hashtag dans les commentaires. Donc si la vidéo vous a plu, que vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas. On va dire que pour cette vidéo, vu les merveilles que le FSR 2.0 a réussi à faire, eh bien on va mettre le hashtag FSR2. En tout cas, si la vidéo vous a plu, vous pouvez toujours aussi mettre le pouce en l'air ou encore vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous trouverez dans la description aussi le lien Linktree vers les réseaux sociaux et le Discord. Ça aussi, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire un tour. Bref, on arrive à la fin et comme d'habitude, prenez soin de vous, on se retrouve dans la prochaine vidéo.